Donc, dernière des présentations pour la session Restaurer les habitats. Donc, Francis, on a un peu de retard, donc on appelle la personne plus adaptée pour ça. Pour rattraper le retard, Francis et Amélie, qui nous parleront du projet Everest. Donc, je vous laisse la parole. Longtemps. Mais là, c'est mieux. Très bien. Ok. Bon, bah, du coup, je vais devoir me tourner. Le test, c'est bon. Ok, très bien. Bon, eh bien, merci à tous et bonjour à tous. Donc, nous allons vous parler de cette comparaison de bioindicateurs, le sujet de notre séminaire, du fonctionnement de notre conférence, pardon, du fonctionnement écologique des vasières intertidales en particulier, pour guider leur restauration. Et vous allez voir on essaye aussi de transposer des outils qui ont été plutôt développés à l'embouchure vers des zones plus en amont dans ce projet qui s'appelle le projet Everest. Donc, bon, je ne vais pas, vous savez tous maintenant ce que c'est qu'un estuaire, il n'y a aucun doute sur la question. Donc, c'est une zone à gradient de salinité associé à un bouchon vaseux, bien entendu. Je vais mettre comme ça pour que, comme je ne vois pas à la télé, voilà. Des zones aussi soumises, bien sûr, au cycle des marées, même très en amont, qui sont des habitats spécifiques productifs pour la production primaire et également pour leurs consommateurs, ce qui leur confère un rôle de nourricerie, un rôle trophique également, jusqu'aux poissons, aux oiseaux, etc., etc. Donc, on a mis aussi, bien sûr, la liste des services écosystémiques et les rôles fonctionnels de ces vasières, comme des rôles d'épuration, bien sûr, des nutriments, stockage de carbone, stabilisation des berges, présence de zones refuges, prévention des risques d'inondation, diversification des habitats, connectivité écologique. Beaucoup lié aussi à des composantes biologiques de ces vasières qui assurent une partie de ces rôles de manière très efficace. Ça, voilà. Et puis, bien sûr, cet estuaire de la Seine est très anthropisé et je peux passer, je pense, vous connaissez tous la problématique de l'anthropisation de cet estuaire. Un petit schéma d'abord pour proposer un petit peu le préambule qui avait été un peu la conclusion du projet précédent qui était vraiment sur l'embouchure de la Seine, sur le projet Farsi en particulier. On avait essayé de résumer à l'issue de ce projet les facteurs qui régulent les flux d'énergie et de matière à l'interface aux sédiments, en particulier sur les vasières latérales, mais plutôt à l'embouchure. Et ce que l'on avait un peu essayé de décrire, c'est que sous l'influence de régimes de facteurs climatiques qui régulent à la fois, bien sûr, les vents, les vagues, donc l'hydroclimat, on va dire, la température, et bien sûr les régimes de précipitation, eh bien, pour certaines années, certaines saisons, bien sûr, on peut avoir un développement de matière organique dans la colonne d'eau, en particulier les blooms phytoplanctoniques, soit d'origine fluviale ou marine. C'est bien cette matière, on va dire, un peu autochtone, qui va après, à l'issue quand elle sédimente, va favoriser la mise en place d'un développement, un recyclage de cette matière organique à l'interface aux sédiments et en subsurface, et qui est une matière organique plutôt labile et récente. Et la matière organique qui vient du fond est assez réfractaire et contribue peu finalement à ce cycle de la matière. Associé à cela, hop, si j'appuie ici, voilà. Donc les flux à l'interface aux sédiments, les flux diffusifs de sels nutritifs qui peuvent aller, pour certains, l'oxygène, les nitrates, ça vient plutôt de la colonne d'eau vers les sédiments. Et pour les phosphates et ammonium, ça va plutôt dans l'autre sens, du sédiment vers la colonne d'eau. Donc un rôle source-puits selon le type de sels nutritifs. Donc sont bien associés, ce sont des cycles biogéochimiques qui dépendent beaucoup de c'est cette boucle de recyclage de la matière organique. Donc c'est une sorte de régénération de la matière finalement. Et c'est cette matière, ces flux de sels nutritifs viennent alimenter une production primaire plutôt régénérée finalement et microphytobenthique, donc avec
On vient d'en parler, hein, donc merci d'ailleurs à Augustin voilà, pour nous avoir présenté le microphytomatos, ça m'évite de le faire. Donc ce microphytomatos qui se développe ici et qui forme un stock bien sûr de microalgues disponibles pour le relais zootrophique, qui migrent également, hein, qui ont des cycles de migration, qui jouent un rôle également protecteur contre l'érosion, etc., etc. Et bien sûr, ce microphytomatos dépend également beaucoup et les flux à l'interface au sédiment ici. Hein. Hop, pardon. Toc. Les flux eux-mêmes et le stock de microphytomatos dépend beaucoup d'effets un peu positifs ou négatifs, hein, comme la consommation sur cette biomasse microphytomatique. Donc des interactions fortes entre tous ces compartiments. Donc on a essayé un petit peu de dresser un état de référence un peu théorique sur la base de toutes ces connaissances sur qu'est-ce qui se passe suite à une perturbation, en particulier une perturbation qui vient éroder ces vasières, un coup de vent, des vagues, des choses comme ça. Eh bien, souvent, le point initial, c'est un peu l'apport de phytoplancton qui va apparaître, et puis très vite, il va y avoir des dépôts de vase, et à un temps assez rapide, ça peut être colonisé par du microphytomatos. Alors, c'est pas encore forcément beaucoup de biomasse, mais plutôt la construction du biofilm. Nous, on le détecte par des mesures d'EPS, hein, des exopolymères particuliers, riches en protéines en particulier, liés, qui vont après permettre, au bout de quelques jours, la mise en place d'une production primaire vraiment efficace à l'interface au sédiment. C'est là qu'on va les détecter, notamment en satellite d'ailleurs, et avec une production nette aussi des flux de CO2 qui vont être très efficaces. Et puis au bout d'un certain temps encore, quelques jours, là il y a vraiment une biomasse de chlorophylle qui va être forte à cette interface au sédiment et qui va alimenter la faune qui prend le relais par la suite. Donc ce que vous voyez dans toutes ces courbes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle courbe, elle n'enlève pas celle d'avant, sauf peut-être pour la chlorophylle qui commence à décliner quand la faune apparaît par un effet top-down, mais sinon, bien ça s'accumule. Donc dans ces successions, dans ce schéma de succession écologique. Et à la toute fin, eh bien, si le biofilm vraiment vient à devenir un peu vieillissant, mature fortement, il y aura même une forte production d'un certain type de PS qui fait que ça va même faciliter l'érosion même dans ces cas-là et le retour à zéro. Et puis le milieu, s'il se continentalise, hein, donc notamment avec de la végétation, du shore ou des arbres sur les berges, eh bien on peut avoir même quelque chose d'un peu particulier avec une forte demande en oxygène et une matière organique fortement dégradée, on va dire, des effets un peu de bactéries également. Et ça peut se retrouver par les signatures isotopiques et le type de la matière organique, qu'elle soit dissoute ou particulière. Donc on a vraiment essayé de faire des mesures pendant 2 ans pour essayer d'étudier la synergie au sein de tous ces compartiments et par tous ces indicateurs en termes de succession écologique pour établir un sort de diagnostic sur ces vasières. Donc là, on a remis ici hein, les compartiments concernés, microphytomatos, leur productivité, la faune benthique, les flux interfaces au sédiment et l'état du sédiment lui-même. Dans le projet Everest, on avait 3 actions particulières. Donc d'abord, des campagnes et des observations hein, de tous ces compartiments, essayer d'établir un diagnostic général multivarié de l'état écologique des vasières par des indicateurs, et puis un petit peu également une recherche d'indicateurs un peu opérationnels et un couplage aussi avec ce qui se passe à plus grande échelle, notamment avec le projet suivant. Donc nos 5 secteurs d'études, donc on a pris des vasières le long du continuum de Wassel jusqu'au pont de Normandie, au Havre. Et donc ici, on va avoir 5 secteurs d'études. Donc ce sont des vasières parfois restaurées, parfois non, parfois avec un estran un peu développé, des fois beaucoup moins. Donc on a Wassel et Tourville, Le Trait, Petiteville, Lillebonne. Là, il y a une vasière effectivement un peu restaurée avec la rivière du Commerce. Et le pont de Normandie, c'est la vasière nord où on a fait juste une mesure. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre les différences intersecteurs que l'on cherchait à étudier, on peut avoir des effets, bien sûr, de la position du bouchon vaseux et du front de salinité qui peut varier en fonction des régimes hydriques et des années. Donc ça, c'est un petit peu la localisation des sites, cette fois, au sein de chacun de ces 5 secteurs. Donc on a
à chaque fois 4 sites et plusieurs réplicas de mesure, hein, toujours des triplicats de mesure pour toutes les variables. Et bien, vous voyez que par exemple à Petiteville, eh bien, on a positionné les points de mesure. Bon, il ne marche plus, lui. Le long de la berge, vous le voyez tout en haut. Hein. Mais il va y avoir effectivement en haut, en bas, à droite, à gauche, pardon, le secteur de Lillebonne. Eh bien, effectivement, on a cherché à voir l'influence de la rivière du commerce en se mettant vraiment à l'embouchure pour voir s'il y avait des différences avec des autres sites qui sont plus sur le bord de la berge ou même sur l'autre rive à Quillebeuf en face. Donc, ce qui permettait d'essayer de voir entre les différences intersecteurs et intrasecteurs, essayer vraiment d'attribuer les effets locaux, les effets globaux à des petits exutoires, par exemple. Donc c'était un peu la finalité de tout cela. On a fait des mesures à 4 reprises, automne 2023, printemps 2024, automne 2024 et printemps 2025. Et je vais laisser la parole à Amélie. Donc moi je vais vous expliquer, je veux bien la télécommande, merci. Tout ce qu'on a pu mesurer sur ces différents sites. Donc le principe ça a été d'aller faire un ratissage très large de tout ce qu'on pouvait mesurer sur les 3 compartiments principaux, donc que ce soit la macrofaune benthique, le microphytobenthos et le sédiment et tout ce qu'il contient. Donc pour la macrofaune, on a fait un inventaire, donc là c'est avec la cellule de suivi du littoral normand, de la faune, sa biomasse, sa densité. Et ça nous a permis en fait de calculer le taux métabolique, qui est donc une espèce de synthèse de la biomasse et de notre densité de chacun de nos espèces, et d'avoir un peu une image du potentiel, si on pourrait dire avec un raccourci, de la bioturbation. On a aussi calculé l'indice Becky-FR, donc qui est l'indice qui permet de mesurer un peu la biodiversité et les fonctions écologiques de nos espèces, enfin de notre communauté surtout. Et puis donc qui combine l'ambi, la richesse spécifique et le Shannon. Côté microphytobenthos, on a fait le dosage de chlorophylle, donc pour avoir vraiment la biomasse de nos algues, et le phéopigment, donc le taux de phéopigment qui nous permet de voir un peu son degré de dégradation. Pour les EPS, donc maintenant vous êtes bien familier avec ça, on a dosé autant les protéines que les carbohydrates pour avoir vraiment les deux types de molécules dans le biofilm. On a fait aussi des mesures de photosynthèse, donc qui nous permettent de pouvoir évaluer autant la fluorescence minimale, donc l'état basal de la photosynthèse, et son état maximal de production en principal. Alors, on s'est aussi amusé donc à faire des mesures de flux, donc d'une part sur l'oxygène, donc avec des microprofils d'oxygène, qui nous permet d'avoir la mesure du flux diffusif d'oxygène et aussi la pénétration de l'O2 dans le sédiment. Côté CO2, c'est les mêmes cloches benthiques, le même type que vous a présenté Ajar tout à l'heure, avec donc les cloches sombres et lumineuses qui nous permettent donc d'avoir une idée de la production primaire et de la respiration de notre sédiment. Et justement, côté sédiment, donc, on fait des mesures classiques de teneur en eau et teneur en matière organique du sédiment. On a fait aussi des mesures de rugosité, donc microtopographie de nos carottes. La granulométrie qui nous permet d'isoler en particulier la teneur en vase. Et on a fait des dosages de matière organique, donc particulières, donc avec les isotopes de carbone et d'azote. Et puis donc les ratios attenants. Et en dessous, donc tout un panel de mesures qui nous permettent en particulier de pouvoir caractériser la source et l'âge de nos matières organiques dissoutes. Et pour finir, on a aussi mis des capteurs donc, qui nous permettaient de mesurer la luminance et la température sur 2 sites par secteur en général, et qui nous permettaient aussi de voir un petit peu le taux d'immersion de notre site. Donc tout ça, ça nous donne 195 échantillons faits quand même, donc, avec 12 datasets différents, et donc ça nous fait un panel de 65 variables sur les mêmes sites concomitants. Alors, voilà ce que ça donne en gros. L'idée, là, c'est juste de vous montrer que le problème, c'est que chaque mesure ayant des spécificités, on n'a pas forcément fait
tout partout pareil. Donc on a d'abord pour tout ce qui va être mesure de flux, donc O2, CO2 et photosynthèse, ça va être que sur la dernière campagne de mars 2025. On a aussi donc, le pont de Normandie qui n'a été échantillonné que sur mars 2025. Donc cette campagne mars 2025, elle est vraiment très complète. On a eu une possibilité de prélever sur Wassel en 2024, en mars 2024, du fait de trop d'eau, quoi, tout simplement. Et on a encore un dernier petit suspense, c'est que les isotopes, donc carbone et azote, il nous manque encore les 2 dernières campagnes. Donc on a déjà un peu des aperçus de ce que ça peut donner, mais voilà, il y a un petit suspense pour voir ce que ça pourra donner. Donc si on fait un petit tour, on va commencer par la faune, parce qu'on aime bien la faune. Ici, vous avez donc un graphique en haut qui vous représente donc, le taux métabolique, donc ce qui permet vraiment de voir globalement biomasse et densité, du pont de Normandie vers Wassel et Tourville. Et on voit tout de suite que le pont de Normandie, en 2025, c'est là où il y a beaucoup plus de faune. Et en fait, c'est surtout parce qu'on a de la faune qui est très inféodée aux vasières estuariennes, et donc des gros individus qui sont assez familiers. Si on va à l'opposé, en fait, on voit que Tourville aussi, on a un petit peu plus que sur les autres sites. Et en fait, ici, c'est beaucoup plus de la faune de type oligoquette, des petits Lumnidrellus, donc des petits vers, mais qui sont vraiment très nombreux. Donc ça ressort un petit peu du lot. Mais on voit bien qu'entre les deux, par contre, c'est pas full. Donc voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Ensuite, vous avez les 2 graphiques dessous, c'est la teneur en matière organique et le taux de vase du sédiment. Donc là, ça vous parle un peu plus de l'habitat. Et on voit donc 4 points importants. C'est qu'on a déjà, si on part de Tourville, on a un sédiment très très vaseux et très riche en matière organique par rapport aux autres sites. Juste à côté, donc Wassel, c'est vraiment de l'autre côté de l'eau. On a en fait un sédiment qui est beaucoup moins vaseux, avec même du sable grossier, et très très peu de matière organique. Et par contre, si on va de l'autre côté pont de Normandie, là on a une vase très très riche, une vraie vase, mais avec beaucoup moins de matière organique qu'à Tourville. Et sinon, entre les deux, on est entre les deux. Voilà. Alors on ne va pas tout faire, les 65, parce qu'on a fini la journée après. Donc là, le principe, c'est qu'on va vous faire montrer des résultats d'analyse multivariée. Donc le principe, c'est d'aller réduire l'ensemble de nos 65 dimensions en 2 dimensions, pour y voir un peu plus clair et avoir vraiment une vue globale de tout ce que ça peut redonner. Donc, si on fait le focus sur 2025, voilà, on vous a dit 2025, il y a beaucoup plus de mesures. Donc c'est intéressant de voir tous les effets de flux combinés. Donc ici, vous avez sur la droite notre projection de notre espace multivarié. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a sur notre axe 1 une expression qui est très liée à la matière organique dissoute, et donc vraiment un gradient en fait, de la matière organique récente vers la matière organique plus ancienne, et qui est très liée donc à la matière organique, la teneur en matière organique du sédiment. On a aussi un petit peu sur cet axe tout ce qui va être lié à le flux diffusible d'oxygène et la respiration, donc un peu plus sur tous les flux d'oxygène et de respiration, de reminéralisation. On a aussi donc, on voit que la chlorophylle, elle est pas mal liée aussi à ces processus-là, et on voit à l'opposé, par contre, la partie phospigment, donc la dégradation de notre matière, de notre chlorophylle. Dans l'axe 2, on a beaucoup plus les processus de photosynthèse avec la production primaire et notre fluorescence de notre microphytobenthos. Et tout là-haut, on a notre taux métabolique, donc vraiment la faune qui s'exprime sur cet axe 2. Et dans la même zone, on a même aussi un petit cluster là, avec la partie biologique, matière organique. Voilà. Et donc, si on regarde chaque site, donc on voit que notre mode de pont de Normandie, là, il est tout là-haut, tout seul, très très lié donc au taux métabolique, évidemment, parce qu'on a vraiment une grosse différence sur ce site-là.
Si on regarde tout en bas à droite, on voit qu'on a Tourville aussi, qui est lui de son coin, dans son petit coin. Là. Donc là, très lié à la photosynthèse et à la production primaire. Et au milieu, on a encore donc, nos trois sites de Lillebonne, Petite-Ville et Le Trait, qui sont très ensemble sur le côté axe 1, donc sur la partie âge, on va dire, de la matière organique, et par contre qui sont un peu plus dans un gradient sur le côté un peu production primaire et puis faune. Donc ça, c'est plutôt intéressant à regarder comme ça. Alors si on commence à regarder sur nos 4 campagnes, ça commence à être un peu compliqué, donc on va plutôt travailler sur des trajectoires écologiques. Donc le principe de la trajectoire écologique, c'est le même principe de réduction des espaces en 2 axes principaux. Mais là, on va mettre plus l'accent sur la succession de nos 4 campagnes et qui va nous permettre un peu de voir l'évolution de notre état. Donc ici, vous avez donc tous nos sites qui ont 4 campagnes. Donc on perd Wassel parce qu'il nous manquait une campagne. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est donc qu'on a 4 campagnes, donc 3 segments, et on voit qu'on a des profils qui peuvent être différents. On a ici Petite-Ville 2, qui est vraiment un site où on a un état qui a énormément changé. Donc on a une grande longueur de trajectoire écologique, à l'opposé du trait L, trait 3, où là on a vraiment très peu de changements, un état plutôt stable. À côté, on a aussi Tourville, où on voit que Tourville, sa trajectoire, elle est plutôt longue déjà, mais elle est aussi beaucoup écartée des autres sites. Donc voilà, donc, tout un tas d'observations qu'en fait, ces trajectoires-là, elles sont intéressantes en elles-mêmes, mais elles ont aussi énormément de métriques qu'on peut sortir de ce genre d'exercice. Et donc là, aujourd'hui, on va juste vous parler en fait du barycentre, donc la position de la moyenne de ces trajectoires, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ça donne ça. Donc ici, vous avez tous les sites qui sont reliés selon leur distance de leur centre et la taille des cercles qui va nous indiquer la longueur de la trajectoire en elle-même. Donc si on regarde bien Lillebonne, on voit ici qu'on a 3 sites de Lillebonne qui sont plutôt proches les uns des autres. Et on a Lillebonne 9, donc le haut de notre vasière, là, qui se met un petit peu à côté, qui n'est pas tout à fait pareil. D'un autre côté, si on regarde le trait, là on voit le trait, elles sont plutôt ensemble toutes, et elles sont plutôt à côté de Lillebonne 9. On a aussi Petite-Ville. Alors Petite-Ville, on a 3 sites qui sont très, très similaires. Et notre PTV2, donc celle qui avait vraiment une grande trajectoire, on voit qu'elle est isolée là-haut. Et pour finir, Tourville, voilà, qui fait un peu son bande à part, qui est avec 2 sites qui ne sont pas très proches, cela dit, par rapport aux autres, mais qui sont en tout cas différents de tous les autres. Alors, donc, pour essayer de résumer tout ça, parce que vous voyez que c'est complexe, multidimensionnel, plein de variables, plein de métriques, eh bien, on a essayé de replacer par rapport au schéma que je vous montrais un petit peu théorique initial, et sur la base de tous ces résultats de trajectoire écologique et d'analyse multivariée, essayer de se replacer dans ce schéma. Alors, c'est l'effet du temps, mais ça peut être aussi résumé à un effet de l'éloignement d'une perturbation dans un espace spatial aussi. C'est une sorte de gradient spatio-temporel qu'il faut y voir, et pas seulement que le temps. C'est-à-dire qu'en fait, en s'éloignant de la berge, il y a aussi, on est moins sensible à l'effet de la perturbation aussi, dans l'autre sens, quand on raisonne en spatial. Mais donc par rapport à ça, donc si on essaye de classer un petit peu chacune des vasières là où elles se trouvent dans ces états d'équilibre, de succession écologique, Wassel, on voit bien que là, on est très très lié à c'est très crayeux en fait, et grossier et donc là il y a peu de vases déjà, et donc très peu de chacune de ces composantes liées à la vase. Et pardon, hop là. Donc voilà, et encore soumis, on voit bien l'effet vraiment de la présence de la matière organique phytoplanctonique récente qui se manifeste ici dans les signatures. Là où on va retrouver, on avait vu que effectivement, Amélie vient de nous montrer que là, Lillebonne,
l'ensemble de l'île Bonne, à l'exception de l'île Bonne-Neuve qu'on a mis un petit peu à part parce qu'effectivement c'est sous l'influence de la rivière du commerce justement, Petite-Ville et Le Trait, effectivement elle est sur des vasières, on va dire, qui sont dans les premières étapes des successions écologiques et beaucoup liées au développement du microphthalmos, soit plus ou moins avancé, soit avec juste les EPS, le début du biofilm, ça en pleine production ou vraiment avec déjà quelque chose une biomasse bien établie sur une épaisseur de sédiments significative. Alors l'île Bonne-Neuve, si on fait le point là-dessus, assez proche de Le Trait finalement, comme on vient de le voir. Et c'est sans doute là d'ailleurs qu'on a les flux de CO2 les plus importants et la production primaire nette du microphthalmos la plus élevée également. Et on peut voir que, effectivement, comme il y a très peu de faune ici, sur tous ces sites, ils sont tout à gauche. Là où on a le plus de faune, c'est bien au pont de Normandie, finalement, et que, du coup, on va retrouver beaucoup moins de chlorophylle, mais il y a encore des EPS protéiques, qui vont... voilà. Donc on est à une étape un petit peu plus éloignée, finalement, et plus mature de vasière, plus stable. Moins soumise à l'effet de perturbation, en tout cas. Et tout à droite, Tourville, c'est là qu'on va avoir une forte demande en oxygène liée à des mécanismes très bactériens et une matière organique aussi. Les indicateurs d'Edith là nous le montrent bien, la signature très bactérienne de tout cela, le degré d'aromaticité, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc, alors, évidemment, on ne peut pas faire tout ça en routine très facilement. Il y a des mesures très complexes, des mesures très longues, des profils. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites ici. Mais qu'est-ce qu'on peut en ressortir en termes d'indicateurs? Parce que c'était la question. Et qui serait plus simple à utiliser. On a essayé de réfléchir à la question, évidemment. Et peut-être qu'en fait, dans cette analyse multivariée, on peut se baser sur les corrélations et essayer d'établir des éléments sur ces étapes de succession aussi écologiques pour essayer de trouver des éléments clés et qui seraient faciles à mesurer. Alors c'est une proposition qui vaut ce qu'elle vaut à l'heure d'aujourd'hui, on est d'accord. Mais on se trouve que cette représentation en graphe, en spider, en toile d'araignée, permet éventuellement de trouver un indicateur peut-être un peu simple de savoir où on en est dans l'état de référence des vasières. Et notamment, en fait, on a mis 5 branches. Chacune des branches correspond aussi à une fonction essentielle de la vasière, à savoir... la sédimentation, la résistance des berges à... Pardon, hop. Donc c'est en haut, voilà. Oh, mais zut, je contrôle mal mon... Voilà. Bon, j'arrive pas du tout à... Voilà, si, c'est bon. Là, on va avoir plutôt ce qu'est les EPS, donc l'effet stabilisation des berges initiales par un biofilm qui commence à se construire. Donc, c'est certains types de PS riches en protéines. Là, c'est vraiment la chlorophylle, donc le microphthalmos bien établi, sa biomasse, qui va servir de base trophique, on va dire. Et puis après, la faune, qui vient assurer le relais trophique également. Et puis, en fin de parcours, le côté épuration, demande d'oxygène bactérien, le côté épuratoire. Donc, et stockage de CO2. Et donc, vous pouvez voir qu'en fait, Wassel va se trouver plutôt effectivement au début, et puis que les autres vont avoir un polygone un peu plus développé, avec les 3 premières fonctions qui vont être déjà bien développées. Donc, on peut le voir ici, avec une pointe très orientée sur la chlorophylle pour les 3 sites. Pont de Normandie, c'est clairement l'aiguillon, c'est la faune, quoi, clairement. Donc, on commence à faire le tour du cadran et arriver avec une pointe qui va vraiment pointer sur la faune, ce qui n'empêche pas d'avoir beaucoup de sédiments et beaucoup d'EPS et de chlorophylle, finalement. Enfin, moins de chlorophylle, au final, parce qu'il y a de la faune. Et puis, Tourville, c'est là finalement, on a l'étendue et on arrive à la dernière branche qui va chercher aussi tout ce qui est bactérien. Et vous voyez que finalement, c'est là qu'on va avoir la plus grande surface d'étalement de l'ensemble des branches, quoi. Donc, en se basant à la fois sur l'étalement et quelle est la pointe principale, on arrive à faire un lien sur une fonction principale, mais aussi un état de référence des successions écologiques que l'on vient de vous montrer. Donc, ça peut être intéressant. Et je te repasse la parole pour la conclusion. Donc oui, c'était vraiment pour la conclusion. Donc, pour enfoncer une petite porte ouverte pour finir, les vasières, c'est des processus qui sont complexes, qui donc requièrent quand même beaucoup d'analyse en fait pour pouvoir y comprendre quelque chose. Et donc là, nous, on a essayé vraiment de conceptualiser la vie de la vasière par des successions d'états écologiques, ce qui nous permet en fait de vraiment décrire sa vie.
Et ce qu'on voit aussi en faisant ce travail, c'est que oui, on a des sites qui vont être soumis à des variations de régimes fluviaux qui peuvent donc, du coup, les faire redémarrer dans cette succession suite à une crue, une tempête ou autre. Et donc, c'est là où les trajectoires écologiques elles sont intéressantes pour pouvoir voir en fait cette oscillation entre les périodes d'été et les périodes d'hiver et voir un peu si c'est stable ou pas, quoi. Donc, là, nous, on vous a présenté pour finir le Spider, qui est vraiment un outil très synthétique, qui est pour l'instant très conceptuel. Hein. On est encore ouvert à beaucoup de discussions sur ce point-là. Notre idée, c'était vraiment de dire, sur la base de tout ce qu'on a collecté comme info, qu'est-ce qu'on peut sortir de minimum d'informations pour comprendre ce qui se passe, en fait, où on en est dans cette vasière. Et donc, voilà, là, en regardant ça, on s'est demandé est-ce qu'une vasière de référence en soi et a du sens, ou étant donné qu'une vasière, c'est un état qui est plutôt cyclique et variable. Donc, comment on traite cette info-là temporellement ou spatialement? Et puis, donc, voilà, avec ça, comment on fait pour comparer avec d'autres estuaires où on sait bien que les choses se passent de manière très différente d'un lieu à un autre, déjà d'un site à un autre. Donc, c'est tout pour nous. Et donc, voici tous les gens qui ont participé aussi à ce projet. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Florent. Donc, merci beaucoup à tous les deux et merci pour l'effort de synthèse de ce travail qui est assez énorme. Une petite question sur les diagrammes Spider, justement, voilà, qui sont vraiment sympas, je trouve, pour essayer de synthétiser tout ça. J'ai juste du mal à voir, est-ce que sur chaque axe, on est sur des valeurs absolues ou relatives, et donc de quelle manière ensuite ça peut être transposé à d'autres sites ou à Excellente question. Merci. C'est des rangs. Tu veux répondre peut-être? Vas-y. Oui, là on est sur un spider qui est effectivement normalisé sur la gamme des valeurs qu'on a observées ici. C'est le premier point important, c'est que là on a fait l'exercice pour comparer nos différents sites. Mais justement, la question c'est sur voilà, c'est pour ça qu'on était sur la question de la vasière de référence, c'est à partir de quelle valeur de tel paramètre, on dit qu'on est OK avec cette vasière-là. Et donc, c'est là où il faut qu'on réfléchisse à comment on articule ça, parce que effectivement, pour le suivi d'une restauration d'une vasière, on ne va pas aller s'amuser à chaque fois à aller rechercher la biblio de qu'est-ce qui a été fait, quand et comment, et est-ce que c'est comparable. Donc oui, là, il y a une vraie question de comment on essaye de faire un espèce de diagramme qui soit un petit peu... voilà, un peu plus large. Donc, mais cet exercice-là, on a fait vraiment volontairement le choix d'aller chercher des paramètres qui sont assez faciles à mesurer, et souvent mesurés d'ailleurs, pour se dire on va peut-être pouvoir aller faire de la prospective un peu ailleurs, ou faire des recommandations sur comment on peut les utiliser pour aller plus loin dans cette question-là de... Voilà. Et pour compléter un peu, en fait, je pense que pour les vasières de la Seine, une vasière de la Seine, on pourrait la placer facilement. On pourrait mettre des seuils pour savoir à quel score on est sur chacune des branches. Ça, on pourrait le faire pour la Seine, effectivement. Mais ce que l'on sait pertinemment quand on fait la biblio, c'est que, par exemple, en niveau de DPS, il y en a 10 fois plus dans le Rhin, par exemple, ou très en amont aussi. Et du coup, les vasières, les états de référence, les valeurs que l'on mettrait en Seine ne seraient pas valables dans le Rhin. Et alors, est-ce qu'il faut juste étendre la gamme en fonction du fleuve? L'Amazone, j'imagine que c'est encore plus énorme, par exemple. Mais voilà, donc ça, c'est encore des questions totalement en suspens. Voilà. Et même là, on l'a fait exprès aussi de l'afficher comme ça. Il y a une variation saisonnière qui fait que dans le Rhin, je ne sais pas à quel moment ça a été prélevé, mais c'était peut-être en plein mois d'août. On a vu tout à l'heure que le mois d'août, ça a l'air de bien marcher. Donc voilà, il y a ce genre de questions-là aussi qui restent encore ouvertes. On n'a pas fini de réfléchir non plus. Hein. Alors j'avais une autre question. Je suis là. C'était le graphe d'avant. Je me demandais si, en fonction de la saisonnalité des forçages ou de la dynamique de la vasière, vous aviez des sites qui migraient dans votre graphe d'un endroit à un autre. Je pense à Lillebonne, typiquement, où on a vu avec Suiva juste avant qu'il y avait une belle variabilité de la vasière. Et je me demandais si, grâce à vos différentes campagnes, vous aviez vu si vous aviez une migration. Alors,
Le problème, c'est que c'est saisonnier aussi, donc il y a. Ouais, il y a et le puis nous, on n'a double pas, enjeu. ouais, et nous, on faisait que 2 campagnes, donc on a la haute fréquence, c'était plutôt Suiva, et nous, on était plutôt sur les différences spatiales. Enfin, voilà. Et puis nous, on était sur quelque chose de local, alors que eux, c'est l'upscaling, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant à comparer entre les deux. Mais pour répondre à ta question, mais oui, bien sûr, en fait, c'est-à-dire qu'on met tout à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, jusqu'à bah, peut-être toute la première partie, les schémas, la partie gauche, bah, en fait, c'est là que le temps d'équilibre, je pense aussi à ta question de tout à l'heure, Estelle, c'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde le biofilm, pendant combien de temps il se développe, avant de revenir à zéro, les états zéro, c'est quand il y a des montées d'eau, des effets de vagues, des érosions fortes, donc plus fréquentes en hiver, évidemment. Mais du coup, en fait, ça ne fait que d'osciller, et en fait, et ça revient à zéro régulièrement. Donc, et après, en fait, c'est comme si on avait des attracteurs stables d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire qu'à gauche, tout ce qui est à gauche, l'attracteur, il est au point zéro et que ça y revient régulièrement. Alors plus on s'en éloigne, moins c'est fréquent en fait ce retour à zéro. Et alors que tout à droite, bah, du coup là on s'en est complètement éloigné et ça revient plus jamais à zéro. Et l'attracteur stable il est à droite. Donc en fait il y a un point d'équilibre où on ne sait pas trop où il est, quoi, mais où en fait bah, soit c'est attiré vers la gauche, soit c'est attiré vers la droite à partir d'un certain stade. Je ne sais pas si ça répond. Oui, on a aussi essayé de traduire un peu ça avec la longueur de nos flèches. On sait qu'on a de la variabilité intrasecteur et aussi temporelle. Et que, donc là, c'est schématique, effectivement, mais c'est là où on voudrait aller plus loin sur les trajectoires écologiques. Et on a aussi l'outil de trajectoire cyclique écologique pour pouvoir, en fait, comparer l'évolution entre les 2 automnes et les 2 printemps pour voir comment ça évolue. Et on a aussi donc là encore des choses à ajouter sur les circonstances d'échantillonnage. On sait que voilà, on a eu tout ce qu'on a prélevé en mars. Il y a eu des tempêtes avant. Depuis quand était la dernière tempête? Donc c'est des choses qu'il faut qu'on circonstancialise pour vraiment tenir compte de ce truc-là. Donc ouais. Et la largeur aussi de ce qu'on a essayé de mettre. Petit vide 2, par exemple, il y a plus d'oscillations que les autres sites. On a essayé de faire apparaître ce côté. J'avais juste une question concernant la fonte, justement, qui semble quand même tirer assez voilà, la tendance pour la fosse nord. Je demandais, est-ce que c'est une histoire de succession temporelle ou est-ce que tout simplement, on ne s'attend pas de trouver une richesse et une biomasse de faune si importante dans les autres vasiers intermédiaires pour lesquels on avait jusqu'à présent moins d'informations? Alors c'est vrai que le pont de Normandie, on sait qu'il y a beaucoup de faune, et d'ailleurs ça explique pourquoi des fois on ne voit pas de microphytobenthos, peut-être, hein, ça peut être une des explications, il y a plus d'effet d'érosion, mais alors qu'il y a beaucoup de vases, on voit que c'est très riche en matière organique, mais il y a aussi beaucoup de faune qui va forcer beaucoup les choses pour le microphytobenthos, sans doute quand même, fréquemment. Et on a l'impression qu'elle évolue peu, quoi, en fait. D'ailleurs, on a montré qu'elle restait à peu près à son... Elle revient plus à zéro, quoi, en fait. Elle est déjà sur un équilibre établi depuis longtemps, sans doute. Donc, quand on en arrive là, je dirais que c'est peut-être un peu stable pour longtemps, quoi. Peut-être. Oui, c'était un peu la réflexion qu'on se faisait. C'était que le pont de Normandie, quelque part, c'est un peu l'optimum de la vasière telle qu'on la... Je sais pas, peut-être qu'on la fantasme. si, il y en a. Mais, et voilà. Et en fait, quelque part, le cran d'avant, ce serait plutôt le trait, qui a l'air de moins recommencer à zéro radicalement. Voilà, ou des choses comme ça. Ouais, je sais plus pourquoi on disait ça, mais... Ah oui, simplement puisque peut-être on ne s'attend pas de trouver autant de biomasse dans d'autres secteurs. Et en fait, on avait déjà vu la présence d'oligoquettes, donc des organismes beaucoup plus petits, mais un nombre beaucoup plus important, mais qui n'était pas comparable en termes de biomasse à ce qu'on trouvait à Laval. Oui, et c'est vrai que tous les sites un peu de vasières plus amont sont presque tous beaucoup plus à gauche que le pont de Normandie, hein, vous le voyez ici, et du coup c'est vrai qu'il y a très peu de faune, on l'a montré aussi, et du coup quand il y a de la faune, en fait on va se trouver dans un bras mort, très en amont comme à Tourville. Alors c'est peut-être pas parce que c'est en amont, mais c'est parce que c'est dans un bras mort, mais là effectivement on a de la faune, mais c'est un autre type de faune quelque part, et
Et il y a d'autres processus problématiques encore bien. d'exutoire, de matière organique particulière, de continentalisation. Donc, est-ce que c'est pour autant un bon état, quoi? Je ne pense pas, d'ailleurs. Oui, c'est moi. Je suis un peu étonné avec. Enfin, bon, cette succession écologique, elle est OK, hein, on connaît le processus, mais on est quand même sur des vasières qui sont toutes déjà installées et elles ont toutes déjà de la matière organique dissoute particulière, des communautés bactériennes actives, de la macrofaune qui est présente. Et est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est à Wassel, par exemple, juste sur un dépôt frais de vases et où sur ce type de schéma, on n'aurait même pas de macrofaune parce que les biofilms sont même pas installés? J'ai un peu de mal à situer ça. J'aurais vu toutes les courbes les unes sur les autres parce que même on sait qu'au cours de la journée, on va avoir ça qui va varier. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire que Wassel, il va lui falloir là 5 jours pour arriver à des flux diffusifs d'oxygène? Alors, le temps n'est pas linéaire sur la courbe. Et Wassel, par exemple, lui, il va pas très très loin parce qu'en fait, c'est pas une vasière installée, justement. Elle se fait lessiver très très vite. Et sur le terrain, on voit bien, c'est quasiment sableux. Alors, c'est presque un vieil état. En fait, il y a des petites couches de vase et de sable, etc. Donc, on n'est pas du tout dans un habitat qui est favorable à quelque chose de pérenne, en fait. Du fait, là, c'est vraiment essentiellement l'hydrologie qui fait ça. Et c'est vrai que par rapport aux vasières de l'embouchure, qu'on connaissait mieux, on a été surpris tout de même de voir, il y a des magnifiques photos de Chloé qui montrent, vraiment, on a quelques-unes de ces photos, mais ça a été un peu montré tout à l'heure aussi, c'est-à-dire à quel point cette vasière est décapée en régime de crue, et en fait, il n'y a pas de vasière quasiment, il n'y a pas de dépôt de vase en fin d'hiver, et ils se reforment chaque été, et en particulier beaucoup à partir de juillet-août, et avec une fermeture en plus, une végétalisation très rapide à ce moment-là. Du coup, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'une vasière un peu stable quand même, comme à l'embouchure, parce que là, c'est vraiment tout ou rien, quoi. Une oscillation très très forte sur saisonnière. C'est pour ça que les études de trajectoire peuvent être intéressantes pour faire la part des oscillations saisonnière, et est-ce que quand même, malgré cela, d'une année sur l'autre, est-ce qu'il y a une dérive intéressante Oui, donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une vasière qui fonctionne comme dans l'embouchure. C'est ça? Non, ce serait une vasière qui va pas constamment revenir à zéro, on va dire. Ouais. Mais c'est là où les travaux de Suiva sont intéressants, c'est que là, on a beaucoup plus d'informations que nous, dont on dispose. Et donc, c'est ça qu'on voudrait arriver à comprendre. C'est à quel point la crue de fin d'hiver, elle est délétère et qu'on recommence à zéro. En fait, il y a un solde de vase. Est-ce que ça suffit à redémarrer plus vite voilà. Et on a là, pour le coup, comme on fait que 2 campagnes par an, on n'a pas trop de cinétique, en fait. Dernière question. Merci. On ne veut pas de vasière qui revient continuellement à zéro, mais on ne veut pas non plus de vasière qui se referme tout le temps. Comme Tourville. La vasière Pont de Normandie qui est peut-être un peu trop stable, qui est peut-être en train d'être comparée à des vasières de bras morts. Première question, est-ce que c'est parce qu'il y a un pont de Normandie? Et deuxième question, est-ce que c'est inquiétant dans le temps d'avoir une vasière qui va peut-être se refermer et en plus qui diminue en surface comme on a entendu dans d'autres présentations? Pas évident comme question. Alors, oui, le temps que tu réfléchisses. Là, sur le pont de Normandie, comme on n'a qu'une campagne, déjà, on n'a pas la gamme, en fait. Il est évident qu'on n'est pas dans un endroit qui se referme. C'est quand même très dynamique, l'embouchure de la Seine. Et oui, et en fait, quelque part, elle est effectivement un peu dans l'attracteur central, comme disait Francis tout à l'heure. C'est que quelque chose qui oscille autour de ça pourrait être relativement pérenne, en fait, et plutôt intéressant en termes de fonctionnalité. Et voilà, c'est probablement, alors je parle que
la bascule vers la fermeture, elle est beaucoup plus liée encore à l'hydrologie. C'est que, voilà, à Tourville, on est dans un bras mort, on est vraiment dans un contexte particulier, quoi. C'est là que l'impact hydro va être majeur pour fait que tant que c'est soumis à un régime hydro, il y a aussi une bioturbation très forte ici et peu de microphytomatose parce qu'il est consommé par la faune. Et je dirais que ça aide beaucoup à ce que ça reste un acteur stable, central, et que ça joue un rôle vraiment essentiel sur l'équilibre. Et je ne crois pas du tout que les vasières du pont de Normandie vont vers ce qui se passe à Tourville. C'est très différent, en fait. Voilà. C'est plutôt le caractère intertidal qui, là, pour le coup, avec le réchauffement climatique, l'augmentation du niveau d'eau, la fermeture de l'estuaire qui va plutôt menacer la vasière en tant que telle, quoi. Et c'est vrai que c'est assez différent ce qu'on essaye de dire là par rapport à la diminution de la vasière et de sa productivité sur le pont de Normandie. C'est plutôt lié à un ensablement. Donc ça, on l'avait étudié plutôt par des cartographies où là, on voit que ça peut jouer. Mais la menace, oui, elle peut se faire par le bas et par le haut, pour une vasière comme celle-ci. Mais sur la menace liée à la végétalisation et que ça devienne vraiment quelque chose de très continentalisé, où il y aurait un fort développement de roselières, c'est pas trop le cas là. C'est pas ce qu'on voit. C'est bon. Allez, une dernière remarque, allez. Je vois que tu es lancé. Finalement, on est quand même dans l'estuaire sur des vasières qui vont rester entre votre LT et votre PN en permanence. C'est-à-dire qu'il y a déjà un dépôt de vase assez fixe avec le microphytomatose qui est installé, qui va remigrer à chaque marée, et la faune qui est déjà là et qui va venir reprendre. Donc finalement, il faut quand même garder à l'esprit qu'on est dans cette zone au milieu de votre axe où il y a déjà un peu tout, avec quand même des EPS colloïdaux et de la matière organique qui devraient arriver sûrement un peu avant. Mais globalement, c'est ça, et c'est stable. Et toutes les vasières qu'on connaît, et qui sont là tous les ans, elles sont toutes dans cette zone-là, finalement. Oui, et celles qu'on connaît moins, comme les trois, là, Lillebonne, Petiteville, Le Trait, mais je ne sais pas si un jour il y aura autant de faune qu'au pont de Normandie. Peut-être que c'est parce qu'elles reviennent toujours à zéro et les temps d'équilibre ne laissent pas ça possible, peut-être. Oui. Juste une remarque ou un point. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter des caractères morphologiques simples, en fait, de type durée d'immersion, de type altitude, en fait, tout simplement, niveau NGF, pour voir justement et pente, parce que ça peut jouer aussi sur la variabilité intrasite. Voilà, ça peut être des choses simples à tirer. Voilà, il y a le lidar qui a été fait. Ça peut peut-être apporter aussi un éclairage. Oui, c'était pente et profondeur aussi, oui, des choses qui... Nous, on avait réfléchi à essayer de trouver un indicateur de la distance au centre du lit mineur, par exemple, ou quelque chose comme ça, pour représenter aussi le côté hydro. Parce qu'on a aussi des sites qui sont à l'intérieur des méandres ou à l'extérieur, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on voudrait essayer effectivement de contextualiser. Et qu'on discutera demain, puisque demain, nous aurons le comité de suivi justement des projets conjoints, et donc on aura la possibilité d'approfondir un peu. Donc c'est des réflexions en cours. Merci à tous les deux, merci à vous pour l'intérêt. Je laisse juste 2 mots à Estelle pour conclure cette session. Juste pour remercier tous les intervenants pour la qualité des présentations, la richesse des informations. On voit très nettement que l'estuaire, ce n'est pas un milieu simple. On voit aussi les complémentarités des projets qui sont pilotés et qui sont aussi qui sont organisés grâce au GIPSE Naval. La session s'appelait « Restaurer les habitats ». Je ne suis pas sûre qu'on sorte de cette session en sachant restaurer les habitats, mais en tous les cas, on voit bien que la connaissance de la variabilité, l'hétérogénéité de l'ensemble de ces milieux est nécessaire pour qu'un jour, on puisse effectivement faire les meilleurs choix. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y aura une solution, un seul choix. La spécificité de chaque zonation de cet estuaire, qui va donc de l'embouchure jusqu'à Pose, doit être prise en compte. Donc, voilà, je pense que longue vie au GIP, longue vie au projet, et puis rendez-vous dans 2 ans. Dans 2 ans. Merci en tous les cas.
Merci Estelle.